À l'été 1914, l'Europe entre en guerre en pensant refaire ce qu'elle a déjà vu en 1878 entre la France et la Prusse. Offensive rapide, cavalerie qui exploite la percée. Beaucoup sont convaincus que la guerre sera terminée avant Noël. Les premières semaines semblent confirmer l'illusion. Les Allemands traversent la Belgique, entrent en France, arrivent à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Les Français contre-attaquent sur la Marne. Les Britanniques reculent d'une ligne à l'autre. Le front se déplace sur des centaines de kilomètres. Puis en quelques mois se produit quelque chose que personne n'a jamais vu ni imaginé. Entre la mer du Nord et la Suisse apparaît une plaie longue d'environ 750 km. Tranchées, bunkers, barbelés. La même chose se produit plus au sud, sur le front italien, le long de l'Isonzo, sur le Karst, dans les Alpes. Et par ailleurs, sur d'autres théâtres comme Gallipoli, on retrouve aussi des combats figés, des lignes creusées et des attaques qui s'enlisent. Sur ces fronts, on comptera environ 10 millions de soldats morts, blessés ou disparus. Généraux et politiques promettent toujours la percée décisive. Sur la Somme, à Verdun, à Gallipoli, sur l'Isonzo. La cause n'est pas seulement l'impréparation des généraux. Pourquoi la guerre moderne est-elle devenue une guerre de tranchées ? En 1914, aucune armée européenne ne pense vraiment combattre dans les tranchées. Les plans sont encore ceux du 19e siècle. Le plan Schlieffen et le plan 17 misent sur de grandes offensives à découvert, la cavalerie pour exploiter les percées et l'artillerie derrière l'infanterie. Au début, cela fonctionne. Le front bouge sur des centaines de kilomètres, jusqu'à la Marne. Puis en septembre, les Allemands sont arrêtés et se replient plus au nord, derrière l'Aisne. C'est là, sur les hauteurs entre Soissons et Reims, que le phénomène éclate pour la première fois. Sous le feu de l'artillerie française et britannique, les unités allemandes commencent à creuser des tranchées continues dans la craie pour ne pas être massacrées. Les fantassins anglais et français, fauchés en terrain découvert, comprennent vite ce qui les attend et font la même chose. Ce sont des fantassins, les officiers subalternes et les sapeurs qui creusent. Sous le feu des fusils et des mitrailleuses, ils se jettent au sol et ouvrent des fossés toujours plus profonds. Ce n'est pas un grand plan, mais l'instinct de survie qui domine et des décisions prises sur place. Les mois suivants, dans la phase qu'on appellera la course à la mer, Français, Britanniques et Allemands tentent de déborder l'ennemi en remontant toujours plus au nord. Chaque tentative avortée ajoute un nouveau tronçon de fossé, de barbelés et de positions. Fin 1914, entre la Suisse et la mer du Nord, il existe une bande presque continue de fortifications. Ce n'est qu'alors que les états-majors comprennent que la tranchée n'est pas un accident, mais une nouvelle forme de guerre. Entre 1870 et 1914, la technologie militaire avance beaucoup plus vite que les doctrines. L'artillerie passe aux pièces à tir rapide, avec obus explosifs et tirs courbes. Elle peut frapper des cibles cachées derrière collines et talus, jusqu'à 6 à 8 km. Dans la Grande Guerre, au total, plus de 70% des pertes seront dues précisément à l'artillerie. L'infanterie n'est plus équipée de vieux fusils à chargement par la bouche, mais de fusils modernes à verrou, capables de tirer 10 à 15 coups par minute, avec précision à 200 à 300 mètres. Les mitrailleuses issues du système Maxim sont le saut qualitatif. Elles tirent des centaines de coups par minute, avec des équipes entraînées et des positions préparées. Une seule mitrailleuse peut arrêter l'avance à découvert d'un bataillon entier. À cela s'ajoute le fil de fer barbelé. Né pour clôturer des pâturages aux États-Unis, il est bon marché, rapide à poser, difficile à enlever sous le feu ennemi. Au début de la guerre, il est tendu devant les tranchées en bande de plusieurs mètres, parfois même de dizaines au point clé. Le résultat, c'est un système intégré. Le fil barbelé ralentit et canalise les assaillants.
Les mitrailleuses les frappent lorsqu'ils sont immobiles ou massés. L'artillerie achève le travail sur les rassemblements et les lignes de ravitaillement. Le terrain ouvert qui au XIXe siècle était l'espace des manœuvres d'armée devient un lieu mortel où chaque mètre parcouru coûte très cher. Dans ce contexte, la défense est structurellement avancée. Pour conquérir 100 mètres, l'attaquant dépense des hommes et des munitions en quantité bien supérieure à ce qu'il faut aux défenseurs pour les tenir. Creuser, fortifier, rester sous terre n'est plus seulement un pis-aller. C'est le seul moyen de rester en vie longtemps pour continuer à se battre. Le savais-tu? La plupart des personnes qui regardent nos documentaires ne sont pas encore abonnées. Si tu aimes l'histoire et les cartes animées, rejoins notre communauté. Laisse un like et abonne-toi pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Une ligne de tranchée n'est pas seulement un fossé, mais un système défensif sur une profondeur d'environ 2 km. En première ligne se trouvent les tranchées de feu, avec postes de tir et observateurs, souvent à quelques dizaines de mètres de la tranchée ennemie. Plus en arrière, à 300-600 mètres, se trouvent les lignes de soutien, où l'on tient les réserves immédiates, les dépôts et de petits postes de secours. Plus loin encore, à 1-2 km, les lignes de réserve. Le tout est relié par des boyaux en zigzag pour éviter le tir direct. Devant la tranchée de feu, on déploie des réseaux de barbelés profonds de 5 à 30 mètres. Ils ne servent pas à arrêter, mais à canaliser. L'attaquant doit se concentrer sur quelques brèches prévisibles, presque toujours déjà sous le tir des mitrailleuses. À 2-5 km, derrière la ligne de feu, se trouvent les batteries d'artillerie, avec des tirs préenregistrés sur carrefour, ponts, hauteurs, zones où l'on prévoit le passage des troupes. Une fois les angles et les distances calculés, un appel suffit pour que le feu s'abatte en quelques minutes sur n'importe quel point critique. À l'arrière, un réseau de voies ferrées et de routes permet de déplacer des divisions en quelques heures d'un secteur à l'autre. D'Amiens vers Verdun, de Gorizia vers le Karst, de Vienne vers la Galicie. Cela rend le système défensif élastique. Si un tronçon recule de quelques kilomètres, les réserves peuvent être concentrées pour colmater la brèche. On trouve cette architecture sur tous les fronts européens. En Flandre, avec des tranchées souvent à moins de 50 mètres. Sur le Karst, creusée directement dans la roche. Mais en France et en Belgique, elle devient une ligne presque continue sur des centaines de kilomètres. En 1915, tous les belligérants tentent de forcer le système de tranchées. Personne n'y parvient. Au printemps, les Français attaquent en Artois et en Champagne. Des jours de préparation d'artillerie sur des fronts de quelques kilomètres seulement, avec des dizaines de milliers de coups tirés sans relâche sur les lignes allemandes. À Neufchâtel, en mars, les Britanniques concentrent le feu sur un secteur d'environ 2 km et, dans les premières minutes, obtiennent quelques succès locaux. Mais les liaisons sont lentes. Les ordres arrivent en retard, l'artillerie ne peut pas déplacer son tir assez vite. L'infanterie perd le contact avec le feu de couverture et l'espace découvert repasse sous le contrôle des mitrailleuses allemandes. À Ypres, le 22 avril 1915, les Allemands utilisent pour la première fois, à grande échelle, le gaz de combat sur le front occidental. Environ 160 tonnes de chlore relâchées depuis plus de 5000 bonbonnes, le long d'un front d'environ 6 km. Fin septembre, à Loos, ce sont cette fois les Britanniques qui emploient le chlore de manière massive. En ouvrant leurs propres bouteilles sur un secteur d'environ 9 km. À certains endroits, le vent renvoie le nuage vers les lignes anglaises. Dans les deux cas, le gaz crée des vides dans les premières tranchées, mais le manque de réserves prêtes et de coordination fait que les brèches ne sont pas exploitées. Les lignes arrières tiennent et le front se referme.
Rien qu'en 1915, on compte déjà des dizaines d'attaques au gaz, d'intensité variable, en majorité allemande, mais aussi avec les premiers emplois britanniques et français. Le résultat de la mer du Nord à la Champagne est similaire. Tranchées détruites, villages comme Neufchâtel ou Souchet qui changent de main, mais le front reste quasi immobile. Entre 1915 et 1917, sur le front occidental, apparaissent progressivement presque toutes les armes que l'on associe aujourd'hui encore à la guerre moderne. Gaz de combat, lance-flammes, chars, avions, nouvelles formes d'artillerie et d'infanterie. Le gaz apparaît sur le front occidental en 1915 et est employé dans des dizaines d'opérations par toutes les armées. Il tue, mutile, terrorise, mais il est difficile d'en faire une brèche durable. Le nuage dépend du vent, se disperse, et quand les réserves arrivent, l'effet s'est déjà dissipé. Les lance-flammes, mises au point en Allemagne au début du XXe siècle, sont utilisées à grande échelle dès 1915, par exemple à Auge en Flandre, et sont confiées à des unités spécialisées avec des centaines d'appareils en service. Ils sont efficaces au combat rapproché contre tranchées et abris. Le jet de combustible force les défenseurs à quitter les cavernes et les nids de mitrailleuses. Mais dans les faits, il faut approcher à quelques mètres de la ligne ennemie. Des réservoirs sur le dos, l'arme est meurtrière sur quelques dizaines de mètres, pas sur des kilomètres. En 1916, arrivent les premiers chars britanniques. Sur la Somme, on engage pour la première fois environ 50 Mark I. Lents, sujets aux pannes, capables de franchir barbelés et cratères, mais trop peu nombreux pour soutenir à eux seuls une percée. On met en place le Creeping Barrage, une nouvelle façon d'employer l'artillerie. Un bombardement roulant, programmé, qui avance d'ordinaire de 50-100 mètres à intervalles réguliers de quelques minutes, suivi de près par l'infanterie. En théorie, il doit maintenir l'ennemi à l'abri dans ses bunkers, jusqu'au dernier instant. En pratique, si l'infanterie ralentit ou se perd dans le terrain, le feu continue, et le barrage ne coïncide plus avec l'avance des fantassins. L'armée allemande crée les Stoßtruppen, des groupes entraînés à éviter les points forts et à s'infiltrer par les faiblesses, en profitant des trous, fossés, bosquets. Ils emportent grenades, armes légères, parfois de petits lance-flammes. Leur objectif n'est pas de prendre chaque mètre, mais de pénétrer derrière, de détruire les postes de commandement, de désorganiser la défense de l'intérieur. Entre-temps, l'aviation change de visage. De quelques centaines d'avions en 1914, on passe à des milliers en 1917-1918. Les reconnaissances photographient tranchées et batteries ennemies, règlent le tir d'artillerie, attaquent gares et ponts. Le ciel devient une troisième dimension qui rend de plus en plus difficile de préparer une offensive sans être repéré. Toutes ces innovations réduisent l'avantage de la défense, sans l'effacer totalement. Tant que la combinaison tranchée profonde, barbelée, mitrailleuse et artillerie reste intacte sur le front, chaque arme résout une part du problème sans pouvoir à elle seule changer les règles du jeu. À la fin de 1917, l'équilibre qui avait figé le front occidental commence à se fissurer. Avec la sortie de la Russie, l'Allemagne peut transférer environ 40 divisions, renforçant temporairement sa ligne. En même temps, l'entrée des États-Unis apporte à l'entente une réserve d'hommes, de matériel et de crédit que Berlin ne peut égaler. Désormais, des deux côtés,
Les officiers et sous-officiers expérimentés manquent et les stocks d'artillerie sont limités. Au printemps 1918, l'Allemagne tente de finir la guerre avant que les forces américaines soient opérationnelles. Les offensives de printemps utilisent des bombardements brefs et très violents, des tactiques d'infiltration à grande échelle, des avancées rapides. Le front bouge enfin, sur des secteurs de 10-15 km, mais l'armée allemande n'a plus de réserve pour soutenir le succès. De juillet à novembre, les Alliés reprennent l'offensive. Artillerie plus précise, chars plus fiables, aviation intégrée à l'infanterie et aux canons. La tranchée ne disparaît pas totalement, mais elle n'est plus un obstacle infranchissable. Ailleurs, la dynamique est aussi différente. Sur le front de l'Est, les distances immenses permettent des replis de centaines de kilomètres. Le front ne devient jamais un mur continu comme en France. Sur le front italien, après des années d'immobilité en montagne, Caporetto puis Vittorio Veneto ramènent une vraie guerre de mouvement. La guerre de tranchées est le produit d'un équilibre précis, technologie défensive, doctrine, logistique. Quand cet équilibre se rompt, davantage de chars, davantage d'avions, davantage de camions, la guerre recommence à bouger. Verdun, la Somme, Gallipoli, l'Isonzo sont des variantes du même cauchemar. Pousser une armée en avant dans un monde conçu pour l'arrêter, mètre après mètre. L'été 1914 marqua un basculement, un moment où l'Europe s'engagea sur une voie de dévastation. Ce qui commença comme une crise dans les Balkans devint rapidement un conflit mondial, alimenté par l'ambition, la peur et des alliances enchevêtrées. La déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, le 28 juillet, déclencha une réaction en chaîne, mobilisant plus de 65 millions de soldats et plongeant le monde dans un incendie sans précédent. En 1918, plus de 16 millions de personnes avaient péri, 20 millions étaient blessés et des empires avaient disparu. Cette guerre fut menée à une échelle gigantesque. Le front occidental, en France et en Belgique, devint un désert de tranchées, de mitrailleuses et de bombardements d'artillerie incessants. Sur le front oriental, d'immenses armées s'affrontèrent dans des avancées rapides et meurtrières, tandis que les Alpes italiennes et Gallipoli furent le théâtre de combats brutaux. Au-delà de l'Europe, les territoires coloniaux d'Afrique et d'Asie devinrent des champs de bataille, tandis que les mers furent le théâtre de combats navals intenses. Des économies entières furent transformées en machines de destruction, produisant des millions de fusils et des armes modernes comme les avions et les chars. La Première Guerre mondiale n'épargna aucun coin du globe. Comprendre comment la diplomatie échoua et comment le chaos l'emporta, c'est dévoiler les origines de cette grande guerre qui a redéfini le monde moderne. Dans les décennies précédant la Première Guerre mondiale, l'Europe s'enferma dans des alliances, dominées par le nationalisme et armées pour le conflit. En 1914, deux blocs principaux dominaient la politique européenne. La Triple Alliance, formée en 1882, regroupait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'Allemagne cherchait des alliés pour éviter l'isolement. L'Autriche-Hongrie comptait sur le soutien allemand pour contenir le nationalisme slave. Et l'Italie, hésitante et intéressée, visait des gains territoriaux. En face, la Triple Entente, finalisée en 1907, unissait la France, la Russie et la Grande-Bretagne. La France voulait se protéger de l'Allemagne après sa défaite lors de la guerre franco-prussienne. La Russie défendait les nations slaves des Balkans et la Grande-Bretagne contrait l'ambition navale allemande. Ces alliances étaient fondées sur la peur et la méfiance. L'Allemagne craignait l'encerclement. La France souhaitait la revanche et récupérer l'Alsace-Lorraine. L'Autriche-Hongrie luttait contre le nationalisme croissant et la Russie se voyait comme la protectrice de la Serbie. La Grande-Bretagne voyait la montée de la flotte allemande comme une menace. Ironiquement, ces alliances conçues pour maintenir la paix créèrent un système où tout conflit pouvait devenir mondial. Le nationalisme et les rivalités impériales amplifiaient l'instabilité. Les ambitions serbes menaçaient l'Autriche-Hongrie, tandis que les tensions coloniales entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne montaient.
La course aux armements rendit la guerre inévitable. L'Allemagne et la Grande-Bretagne construisaient d'immenses flottes, tandis que les puissances européennes agrandissaient leurs armées et accumulaient des armes modernes. Cette militarisation, tel un fusil à gâchette sensible, n'attendait qu'une étincelle. En 1914, l'Europe, fragile et instable, était prête à exploser. Un système censé prévenir la guerre l'avait rendue inévitable. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, le 28 juin 1914, déclencha une crise en Europe. L'Autriche-Hongrie, voulant écraser le nationalisme serbe et renforcer son empire déclinant, lança un ultimatum avec des conditions dures, conçues pour être rejetées. Bien que la Serbie accepte la plupart des termes, elle en refuse certains, poussant l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre, le 28 juillet 1914. Ce conflit local s'aggrava rapidement à cause des alliances fragiles. La Russie, se présentant comme protectrice des nations slaves, mobilisa ses troupes pour soutenir la Serbie. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, considéra cette mobilisation comme une menace et déclara la guerre à la Russie le 1er août. 2 jours plus tard, l'Allemagne déclara la guerre à la France, alliée de la Russie. Le plan Schlieffen de l'Allemagne visait à vaincre rapidement la France en contournant ses défenses via la Belgique neutre. L'objectif était de capturer Paris avant de se tourner vers la Russie. Cependant, violer la neutralité belge força inévitablement la Grande-Bretagne à entrer en guerre. L'empereur Guillaume II tenta d'éviter l'escalade, échangeant avec son cousin, le roi George V. Conscient que l'invasion de la Belgique entraînerait la Grande-Bretagne dans le conflit, il hésita. Pourtant, les dirigeants militaires allemands, fidèles au plan Schlieffen, insistèrent pour poursuivre la stratégie, affirmant qu'elle était déjà lancée et irréversible. Le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique, violant les accords internationaux. En réponse, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne, transformant le conflit en guerre mondiale. En une semaine, la poudrière européenne explosa. Les mobilisations, alliées aux rivalités, transformèrent une crise balkanique en un conflit global. À mesure que la guerre s'étendait, des nations mobilisèrent des millions de soldats, transformant le conflit en une catastrophe mondiale. L'Allemagne entra en guerre avec 3,5 millions de soldats bien entraînés et une artillerie avancée, exécutant son plan Schlieffen contre la France et la Russie. La France, animée par un désir de revanche, déploya 3,7 millions de soldats, tandis que la Russie rassembla plus de 5 millions de troupes, la plus grande armée, mais affaiblie par des problèmes logistiques et de commandement. La Grande-Bretagne, avec une force initiale de 248 000 hommes, mobilisa rapidement plus de 4 millions de soldats, largement soutenus par des troupes des colonies comme l'Inde, l'Australie et le Canada. L'Italie, initialement neutre, rejoignit les Alliés en 1915 après le traité de Londres, mobilisant 5,6 millions de soldats pour combattre sur le front italien. En octobre 1914, l'Empire ottoman rejoignit les puissances centrales, ouvrant de nouveaux fronts stratégiques au Moyen-Orient. La campagne de Gallipoli vit des combats brutaux, les forces alliées échouant à s'emparer du détroit des Dardanelles. En Mésopotamie, les Britanniques cherchèrent à contrôler les régions pétrolifères, affrontant violemment les Ottomans. Pendant ce temps, l'Empire mena des offensives dans le Caucase contre la Russie et des campagnes internes dévastatrices, dont le génocide arménien qui fit plus d'1 million de morts. Le Japon déclara la guerre à l'Allemagne en 1914, s'emparant des colonies allemandes en Chine et des îles du Pacifique, affirmant ainsi sa domination navale. Ces actions étendirent l'influence du Japon en Asie et globalisèrent davantage le conflit. En 1917, les États-Unis, poussés par la guerre sous-marine allemande et le télégramme Zimmermann, entrèrent en guerre avec 4,7 millions de soldats, dont 2 millions furent déployés en Europe. Le télégramme proposait au Mexique de rejoindre les puissances centrales en échange du soutien allemand pour récupérer le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique.
Outrés par cette menace et les attaques sous-marines, les États-Unis abandonnèrent leur neutralité. Partout dans le monde, les usines produisirent des armes, alimentant une guerre industrialisée sans précédent. En 1918, le conflit impliquait plus de 65 millions de soldats, touchant le globe et laissant une dévastation sans précédent. La Première Guerre mondiale a été façonnée par les décisions et erreurs de ses principaux dirigeants, beaucoup se retrouvant face à des crises incontrôlables. Le Kaiser Guillaume II d'Allemagne était connu pour son impulsivité et ses politiques erratiques. Obsédé par l'idée de garantir à l'Allemagne une place mondiale, son militarisme agressif et sa soif de domination aliénèrent les nations voisines. Cependant, durant la crise de juillet, Guillaume hésita, croyant à tort que la guerre serait contenue après la déclaration austro-hongroise contre la Serbie. Plus tôt, Guillaume échangea des télégrammes personnels avec le tsar Nicolas II de Russie, son cousin, dans une tentative désespérée d'éviter la guerre. Se surnommant Willy et Nicky, les deux monarques plaidèrent pour la retenue. Mais leurs efforts furent dépassés par des plans militaires rigides et des pressions politiques. Le tsar Nicolas II de Russie fit face à un choix difficile. Déchiré entre sa loyauté envers la Serbie et l'instabilité interne de son empire, il autorisa à contre-cœur la mobilisation contre l'Autriche-Hongrie. Cette décision provoqua toutefois l'Allemagne et intensifia le conflit. Le faible leadership de Nicolas et sa dépendance à des conseils dépassés limitèrent la préparation de la Russie. François-Joseph, vieil empereur d'Autriche-Hongrie, désespéré de maintenir son empire en déclin. Sous pression, il approuva l'ultimatum à la Serbie, sachant qu'il conduirait probablement à la guerre. Sa dépendance au soutien allemand montrait l'incapacité de l'Empire à réprimer seul le nationalisme balkanique. De l'autre côté de l'Atlantique, Woodrow Wilson, président des États-Unis, resta neutre le plus longtemps possible. Cependant, les provocations allemandes, comme la guerre sous-marine et le télégramme Zimmermann, le forcèrent à déclarer la guerre en 1917. La crise de juillet révéla les erreurs de calcul dangereuses des dirigeants européens. Beaucoup pensaient que la guerre serait brève et contrôlée. Au contraire, leur confiance excessive et leur mauvaise gestion déclenchèrent un conflit d'une ampleur sans précédent, prouvant que de petites décisions peuvent avoir des conséquences catastrophiques. La Première Guerre mondiale détruisit des générations entières, plus de 16 millions de morts et 20 millions de blessés. Les batailles comme la Somme et Verdun causèrent plus d'1 million de pertes chacune, pour peu de terrain gagné. Les civils souffrirent. Des villes comme Ypres et Verdun furent ruinées. Des millions de réfugiés fuirent. Et les famines, comme l'hiver des navets en Allemagne de 1916 à 1917, dévastèrent des populations. La guerre remodela le XXe siècle. Des empires tombèrent, des frontières redéfinies et les germes de conflits comme la Seconde Guerre mondiale semaient. La Première Guerre mondiale avertit comment peur et ambition causent une catastrophe mondiale. Mais comment une telle dévastation a-t-elle pu se produire si personne ne voulait vraiment la guerre ? À l'aube du 5 septembre 1914, une seule torpille frappa le croiseur britannique HMS Pathfinder, près du Firth of Forth, à l'est de l'Écosse. En un instant, le sous-marin allemand U-21 annonça un bouleversement radical dans la guerre navale. Les cuirassés et croiseurs n'étaient plus les seuls maîtres des mers. Les sous-marins, discrets, précis et dévastateurs, étaient arrivés. Au cours des semaines suivantes, une série d'attaques fulgurantes confirma cette nouvelle réalité glaçante. Au fil des semaines, les U-boots allemands multiplièrent les attaques éclairs pour enfoncer le clou de cette réalité glaçante. Le 22 septembre, au large des côtes néerlandaises, l'U-9 torpilla le HMS Aboukir. Puis, alors que les secours étaient en cours, frappa à nouveau, coulant le HMS Hogg et plus tard, le HMS Crécy. Moins d'1 mois plus tard, le 15 octobre, l'U-9 cibla un autre croiseur dans les eaux du Nord, le HMS Hawk, ajoutant aux pertes alliées croissantes. Puis le 18 octobre, l'U-27 surprit les observateurs en coulant le sous-marin britannique E-3 lors d'un rare combat entre submersibles. Fin octobre, 6 navires alliés avaient été envoyés par le fond en un peu plus de 6 semaines, coûtant plus de 2200 vies. Chaque attaque soulignait une vérité redoutable. Aucun navire
qu'ils soient en surface ou en immersion, n'étaient à l'abri de la menace sous-marine allemande. Ainsi commença la toute première véritable guerre sous-marine, une époque où la technologie subaquatique allait dominer les océans et devenir le pire cauchemar de chaque amiral, dissimulé juste sous les vagues. Bien avant que des U-boots en acier ne sillonnent les mers, les premières graines de la guerre sous-marine furent semées durant la guerre d'indépendance américaine. En 1776, un minuscule engin monoplace appelé la Tortue tenta d'attaquer discrètement des explosifs à des navires de guerre britanniques. Bien que l'opération échoua, la conception de la Tortue introduisit des concepts clés, système de ballast, propulsion manuelle et attaque en immersion qui allaient inspirer les inventeurs futurs. Avançons jusqu'à la guerre civile américaine où le HL Henley devint célèbre en tant que premier sous-marin à couler un navire ennemi. En 1864, il torpilla l'USS Housatonic au large de Charleston en Caroline du Sud. Cependant, ce triomphe se transforma rapidement en tragédie lorsque le Henley disparut peu après, emportant tout son équipage au fond de l'océan. Malgré ses revers tragiques, la Tortue et le Henley prouvèrent un point crucial. La furtivité et l'immersion offraient un potentiel énorme dans le combat naval. Leur héritage posa les bases des sous-marins plus avancés et alimentés au diesel du début des années 1900. L'étau, de longue portée et furtif. En 1914, l'Allemagne disposait d'environ 30 U-boots opérationnels, chacun doté de capacités longue distance et d'une vitesse de surface d'environ 15 nœuds. Avec une profondeur opérationnelle avoisinant 100 mètres, ces sous-marins pouvaient frapper des convois ou navires loin de leur base, puis échapper à la plupart des ripostes alliées. Leurs torpilles avancées et leurs canons de pont en faisaient une double menace, qu'ils patrouillent la mer du Nord ou s'aventurent dans l'Atlantique. Bien que la Grande-Bretagne ait une force plus importante, environ 74 sous-marins, beaucoup étaient conçus pour la défense côtière, limitant leur portée océanique. La France, avec environ 50 navires, et les États-Unis, avec une vingtaine, privilégiaient également leurs eaux locales, sans rivaliser avec l'autonomie, la puissance de feu et la furtivité des U-boots. Au début du conflit, cette combinaison offrait aux sous-marins allemands un avantage indéniable, redéfinissant la guerre sous-marine. Au fil de la guerre, les flottes de sous-marins augmentèrent dans toutes les grandes puissances. La force des U-boots passa d'environ 30 à plus de 100, renforcée par des tubes lance-torpilles supplémentaires et des canons plus puissants, tandis que la Grande-Bretagne construisit plus de 120 sous-marins, souvent axés sur la défense côtière. Cette course à l'armement consacra le rôle du sous-marin comme une arme pivot capable de remodeler la puissance navale mondiale. Début 1915, l'Allemagne adopta pleinement la guerre sous-marine sans restriction autour des îles britanniques, désignant tout navire, ennemi ou neutre, comme une cible légitime. L'objectif était d'étouffer les lignes d'approvisionnement maritime du Royaume-Uni pour forcer la nation insulaire à capituler. L'attaque la plus célèbre eut lieu le 7 mai, lorsque l'U-20 torpilla le RMS Lusitania au large de la côte sud de l'Irlande, tuant près de 1200 personnes, dont 128 Américains. Quelques jours plus tôt, le 3 mars, l'U-28 avait coulé le croiseur britannique HMS Acasta, accentuant le sentiment de vulnérabilité des forces navales alliées. Ces attaques brutales provoquèrent une indignation mondiale et intensifièrent les sentiments anti-allemands, rapprochant les États-Unis d'une implication ouverte dans le conflit. Pendant ce temps, les U-boots allemands s'aventurèrent également en Méditerranée, où les transports alliés en mer Égée faisaient face à un danger constant, particulièrement lors de la campagne de Gallipoli, où toute interruption des routes d'approvisionnement pouvait être désastreuse. La Grande-Bretagne et la France s'empressèrent de défendre ces passages cruciaux, intensifiant les patrouilles navales et expérimentant des mesures anti-sous-marines primitives, allant des mines sous-marines aux hydrophones rudimentaires. Ainsi commença la course pour contrer la menace sous-marine croissante de l'Allemagne. En 1916, l'Allemagne déploya une nouvelle génération de U-boots longue portée, telle que la classe U-19, capable de patrouilles prolongées dans l'Atlantique Nord et même de menacer les eaux près de l'Amérique du Nord. Ces sous-marins améliorés étaient équipés de moteurs diesel plus performants, de capacités de plongée accrues et d'une réserve de torpilles élargie, amplifiant leur capacité à frapper les routes d'approvisionnement cruciales des Alliés. En réponse, les Alliés introduisirent des hydrophones rudimentaires,
dispositifs d'écoute sous-marins pour détecter les hélices des sous-marins, tandis que des destroyers et chalutiers armés intensifièrent leurs patrouilles sur les itinéraires maritimes. L'incident du SS Sussex en mars 1916, où un ferry français fut torpillé avec des citoyens américains à bord, provoqua une forte pression internationale. L'Allemagne modéra brièvement ses attaques pour éviter de provoquer davantage les États-Unis, mais les tensions restèrent vives. Le champ de bataille sous-marin devint plus imprévisible. Les U-boots améliorés testèrent les défenses alliées, chaque contre-mesure incitant la marine allemande à affiner ses tactiques. Début 1917, l'Allemagne intensifia sa campagne de U-boots en reprenant la guerre sous-marine totale dans l'Atlantique Nord. Sans avertissement préalable, les sous-marins allemands attaquèrent tous les navires, cherchant à couper les lignes vitales britanniques et à provoquer un effondrement rapide des Alliés. Les pertes maritimes alliées montèrent en flèche, dépassant souvent 500 000 tonnes par mois. Parallèlement, le chaos diplomatique éclata avec l'interception du télégramme Zimmermann en janvier 1917, dans lequel l'Allemagne incitait le Mexique à récupérer ses territoires perdus aux États-Unis en cas de ralliement aux puissances centrales. Cette révélation, combinée aux attaques sous-marines contre des navires américains, poussa le président Woodrow Wilson à demander au Congrès une déclaration de guerre. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrèrent officiellement dans le conflit, mobilisant leurs vastes ressources industrielles et militaires au profit des Alliés. Pour contrer les attaques incessantes des U-boots, les Alliés mirent en place le système de convoi, regroupant les navires marchands sous escorte navale. Les destroyers armés utilisèrent des grenades sous-marines, des charges explosives réglées pour détonner à des profondeurs spécifiques, obligeant les sous-marins à faire surface ou à fuir. De plus, la barrière d'Otrante, un champ de mines et un blocus naval au détroit d'Otrante entre l'Italie et l'Albanie fut instauré pour empêcher les sous-marins austro-hongrois et allemands d'accéder à la Méditerranée. Ces mesures, renforcées par un meilleur partage des renseignements et des patrouilles maritimes plus coordonnées, réduisirent les pertes et sapèrent progressivement l'avantage sous-marin allemand, bien que la menace des U-boots resta redoutable jusqu'en 1918. En 1918, les Alliés renforcèrent leurs contre-mesures contre les U-boots allemands, atteignant une efficacité sans précédent. Le système de convoi, désormais généralisé, protégeait les navires marchands sous la surveillance d'escortes armées et de destroyers équipés de grenades sous-marines. D'immenses champs de mines, notamment la barrière du Nord entre l'Écosse et la Norvège, bloquèrent les routes des U-boots. La reconnaissance aérienne naissante permit aussi de repérer les sous-marins ou d'anticiper leurs itinéraires. Face à ces obstacles, les pertes des U-boots augmentèrent, affaiblissant leur domination sous-marine. Pendant le conflit, les U-boots allemands menèrent plus de 55 000 attaques à la torpille, coulant plus de 5 000 navires alliés. Mais le ravitaillement devint difficile. Les équipages furent réduits et le moral chuta à mesure que les missions devenaient désespérées. À l'automne, l'Allemagne était au bord de l'effondrement. Conformément à l'armistice, les U-boots furent remis ou sabordés, clôturant une campagne intense qui redéfinit la guerre navale. À la fin de la guerre, plus de 5000 navires alliés avaient été coulés, mais l'Allemagne perdit plus de 200 U-boots, illustrant à la fois la puissance et la vulnérabilité de la guerre sous-marine. L'impact des sous-marins accéléra la recherche sur le sonar et améliora la conception des torpilles, posant les bases des tactiques modernes anti-sous-marines. Mines, hydrophones et systèmes de convoi évoluèrent rapidement après la guerre, transformant à jamais la stratégie navale. Ces avancées annonçaient une campagne de U-boots encore plus vaste pendant la Seconde Guerre mondiale, où des technologies améliorées et une portée mondiale rendirent la guerre sous-marine plus décisive et dévastatrice. « 1915, deuxième année de la Grande Guerre. À Londres et à Paris, on veut un raccourci. Frapper l'Empire ottoman, ouvrir les Dardanelles, ravitailler la Russie et faire tomber l'homme malade de l'Europe.
La cible est une bande de terre longue d'environ 80 km et large d'une vingtaine de kilomètres. La péninsule de Gallipoli sur la route de Constantinople. Contre les troupes ottomanes, appuyées par des conseillers allemands, marche une armée venue de la moitié du monde. Britanniques, Français, Australiens, Néo-Zélandais de l'Anzac, unités indiennes, d'Afrique du Nord et sénégalaises. Entre avril 1915 et janvier 1916, pour défendre ou conquérir ces collines dominant la mer, les Alliés perdent plus de 250 000 hommes, morts, blessés ou disparus. Les Ottomans en perdent presque autant. Au total, plus d'1 demi-million de soldats mis hors de combat, des dizaines de navires endommagés ou coulés, 8 mois d'assaut pour avancer, au mieux de quelques centaines de mètres. Comment a-t-on pu sacrifier tant de vies pour une péninsule qui, dans l'esprit des chefs, devait être le moyen rapide d'abréger la guerre ? Au début de la guerre, en 1914, l'Empire ottoman est encore neutre. C'est un empire affaibli, territoire perdu dans les Balkans, armée à réorganiser, économie fragile. À Constantinople, le pouvoir est aux mains des jeunes Turcs, groupe d'officiers et de responsables politiques qui veut moderniser l'État et éviter l'effondrement. Pour y parvenir, il lui faut un allié puissant. Ils le trouvent à Berlin. L'Allemagne fournit des instructeurs militaires, des armées modernes et des crédits. En été, 2 croiseurs allemands, Goeben et Breslau, échappent à la Royal Navy en Méditerranée et se réfugient à Constantinople. Officiellement, ils sont vendus à la Turquie, hissent le pavillon ottoman et changent de nom, mais restent sous commandement allemand. Fin octobre 1914, ces navires bombardent des ports russes en mer Noire. La riposte est immédiate. Russie, France et Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Empire ottoman. Dès lors, le Bosphore et les Dardanelles se ferment aux navires de l'Entente. Plus de ravitaillement pour la Russie par la Méditerranée et la mer Noire. Pour les Alliés, c'est un problème majeur. Sans munitions, charbon et blé venus de l'étranger, l'armée russe risque de céder sous le poids de la guerre. Voilà pourquoi en 1915 naît l'idée de frapper là. Si l'on détruit les défenses ottomanes le long des détroits et qu'on met la pression sur Constantinople, on peut rouvrir la route vers la Russie et enlever aux empires centraux un allié entier d'un seul coup. Dans ce contexte, Winston Churchill entre en scène. Premier lord de l'amirauté, il est convaincu que la clé est une grande offensive navale. Pour traduire ses plans en ordre, le général Sir Ian Hamilton commande la Mediterranean Expeditionary Force avec les amiraux Sackville-Carden et John de Robeck pour la flotte. De l'autre côté, la défense de la région revient à la 5e armée ottomane du général allemand Otto Liman von Sanders, sous l'œil du ministre de la guerre Enver Pacha, décidé à montrer que l'Empire peut encore tenir. Avant de risquer un débarquement, les Alliés tentent de gagner la partie uniquement avec leurs navires. Entre février et mars 1915, plus de 15 cuirassés alliés entrent dans les Dardanelles pour bombarder les forts ottomans et ouvrir la route de Constantinople. C'est l'opération voulue par Churchill. L'amiral John de Robeck commande la flotte. Le général Ian Hamilton prépare les troupes. En face, la 5e armée ottomane est commandée par le général allemand Otto Liman von Sanders, qui a renforcé les forts et les batteries et couvert le détroit de champs de mines. Les premiers bombardements détruisent des positions et à Londres semblent confirmer l'espoir d'un succès rapide. Mais le 18 mars dévoile la réalité du détroit. Les cuirassés avancent. En quelques heures, le bouvet français et les cuirassés britanniques Irresistible et Ocean sautent sur des mines posées par le minelayer Nusret. D'autres sont touchés. Des centaines de marins meurent. Pour les Ottomans, c'est une grande victoire défensive obtenue avec des moyens limités.
Le soir, le détroit est fermé. L'idée de forcer les Dardanelles avec la seule marine a échoué. Pour faire taire ces canons de côte, les Alliés doivent maintenant tenter la voie plus risquée des débarquements à Gallipoli. « 25 avril 1915. À l'aube, devant Gallipoli, plus de 120 navires alliés sont déjà là. En quelques heures, environ 70 000 hommes débarquent. Britanniques, Français, Australiens, Néo-Zélandais, unités indiennes et troupes d'Afrique du Nord. En théorie, l'opération relève de Sir Ian Hamilton. Mais dans le chaos des débarquements, ce sont les chefs sur le terrain qui comptent. Au Cap L, les troupes britanniques sont menées par Elmer Hunter Weston, le contingent français par Albert D'Amade. Plus au nord, le corps australien et néo-zélandais, l'Australian and New Zealand Army Corps, l'ANZAC, est aux ordres du général William Birdwood, officier britannique très apprécié de ses hommes. Les planificateurs britanniques n'emploient pas les noms turcs, mais des codes. Les plages du Cap L deviennent V, W, X, Y, S Beach. Pour l'état-major, ce ne sont que des lettres alignées. Pour ceux qui débarquent, V et W Beach deviennent synonymes de sable couvert de cadavres. Au Cap L débarque la 29e division britannique et des unités françaises. Elles doivent monter vers les collines. À V Beach, les fantassins sont fauchés alors qu'ils veulent seulement franchir quelques mètres d'eau peu profonde et les barbelés. Plus au nord, arrivent les troupes de l'ANZAC. Pour beaucoup, c'est le premier contact avec l'Europe. Venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ils ont franchi près de 20 000 km par mer. En 1915, le corps ANZAC aligne plus de 50 000 hommes. À la fin de la campagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande compteront environ 34 000 morts et blessés. En face, 80 000 à 90 000 soldats ottomans de la 5e armée tiennent les hauteurs. Pas mieux équipés, ils connaissent le terrain. L'un de leurs chefs, Mustafa Kemal, comprend aussitôt que le point clé est au-dessus des positions de l'ANZAC. Il arrête des unités en retraite, les place sur les crêtes et les lance contre les Australiens et les Néo-Zélandais qui montent. Le soir, les Alliés n'ont que de petites têtes de pont. Les Ottomans ont perdu des bataillons entiers pour les contenir. La guerre de mouvement est devenue une guerre de tranchées. Au début de l'été, le front est figé. Les troupes alliées, britanniques, français, ANZAC, indiens, nord-africains, sont coincées dans une bande qui, par endroits, ne dépasse pas 2 km de profondeur depuis les plages de débarquement. En face, la 5e armée ottomane tient les crêtes. Achi Baba au sud, les hauteurs au-dessus du secteur ANZAC, une chaîne de collines d'où l'on peut observer et frapper presque chaque mouvement. Par endroits, les tranchées sont si proches qu'entre une ligne et l'autre, il y a moins de 30 mètres. La nuit, les grenades à main volent d'avant en arrière comme des ballons entre deux équipes. Pour les Alliés, le problème est simple et terrible. Derrière, la mer. Devant, le terrain monte vers les positions ottomanes. Pas de véritables arrières. Dépôts, postes de secours et cuisine restent à portée des tirs d'artillerie. Les Ottomans n'ont pas non plus de ressources illimitées. Réserves réduites, peu de mitrailleuses, armement disparate. Seule la hauteur et la connaissance du terrain compensent. Chaleur écrasante, manque d'eau, mouches partout. Les cadavres restés entre les lignes rendent l'air irrespirable et propagent des maladies qui frappent Turcs et Alliés de la même façon. Dans cet environnement, c'est parfois l'odeur des morts qui impose une trêve. Le 24 mai 1915, après une grande attaque ottomane ratée devant les positions ANZAC, le terrain entre les tranchées est couvert de corps. Pendant quelques heures seulement, les deux armées suspendent le feu pour les enterrer. Australiens, Néo-Zélandais et soldats ottomans travaillent à quelques dizaines de mètres les uns des autres.
s'échangent quelques cigarettes, s'observent longuement en silence. Puis, au signal convenu, chacun regagne sa tranchée. Les assauts continuent. Les Alliés attaquent plusieurs fois villages et hauteurs comme Kritia et Achibaba. Les Ottomans répondent par des contre-attaques sanglantes. Chaque fois, même bilan. Des centaines, parfois des milliers de morts et de blessés pour gagner quelques dizaines ou centaines de mètres. En août 1915, les Alliés jouent un dernier pari pour débloquer Gallipoli. Le plan ? Une manœuvre en tenaille, avec un débarquement dans la baie de Suvla, sur la côte nord-ouest, tandis que les Anzacs montent vers les hauteurs de Saribert, points clés comme Chunukber et île 971. Suvla est choisi, car le terrain semble favorable. Une baie sableuse encadrée de collines basses. Aux premières heures du 7 août, au moins 20 000 hommes du 19e corps britannique y débarquent. Bientôt plus de 60 000. Sur le papier, la mission est claire. Prendre vite les hauteurs autour de la baie, puis avancer vers le sud, vers les positions Anzac. En réalité, le commandement du général Frederick Stopford, qui dirige souvent depuis son navire, est lent et hésitant. Ordre tardif, peu de reconnaissance. Unité qui reste près du rivage, tandis que, plus à l'est, Australiens et Néo-Zélandais montent déjà vers Saribert. Pour les Ottomans, c'est le moment le plus dangereux. Si les Alliés prennent la dorsale, ils contrôlent presque toute la péninsule. Le secteur d'Anafarta est confié à Mustafa Kemal, qui réunit des bataillons épuisés, des réserves improvisées et de l'artillerie légère hissée sur les collines. À ces hommes du 57e régiment, il lance la phrase appelée à devenir célèbre « Je ne vous ordonne pas d'attaquer, je vous ordonne de mourir !» Les Néo-Zélandais parviennent à hisser leur drapeau sur Chunukber pendant quelques heures. D'autres sommets changent de main plusieurs fois, entre combats au corps à corps et assauts nocturnes. Mais les contre-attaques ottomanes, lancées du haut vers le bas, finissent par repousser presque partout les Alliés. Quand les combats cessent, Suvla et le secteur Anzac n'ont gagné que de petits saillants. Des dizaines de milliers d'hommes sont mis hors de combat en quelques jours. La dernière grande manœuvre n'a pas percé. Gallipoli reste bloqué. Avec l'automne, Gallipoli change de visage. Les pluies transforment le sol en pâte de boue et de pierre. Les tranchées se remplissent d'eau. Les abris s'effondrent. Puis vient le froid. Les soldats des deux côtés n'ont ni couverture ni bottes adaptées. Les gelures se multiplient. Les maladies aussi. Pour les Alliés, la mer agitée bloque les barges de ravitaillement. Pour les Ottomans, chaque caisse de munitions doit être montée sur des pentes glissantes, sous le feu de l'artillerie. Après des mois d'assauts ratés, plus personne ne voit d'issue militaire. Dans les capitales, le jugement est impitoyable. À Londres et à Paris, la campagne des Dardanelles est désormais considérée comme une impasse stratégique coûteuse en hommes et en navires. En Grande-Bretagne, la responsabilité politique retombe sur Winston Churchill. Cette campagne lui a déjà coûté son poste à l'amirauté et il est peu à peu écarté du gouvernement. Pour trancher, Londres envoie un nouveau commandant, le général Charles Monro. Son rapport, glacé, recommande une évacuation totale des troupes. L'amiral Roslin Wemyss est chargé de l'organiser en secret. Fin 1915 commencent les évacuations. D'abord les positions Anzac et le secteur de la baie de Suvla, au nord-ouest de la péninsule. En janvier 1916, vient le tour du Cap L, à l'extrémité sud d'où étaient partis les débarquements. La retraite est minutieusement préparée. Unités réduites peu à peu, feux laissés allumés, fusils bricolés tirant seuls, tandis que les derniers hommes embarquent en silence. Paradoxe de Gallipoli, l'opération la plus réussie est la fuite, avec des pertes minimes.
Pour Churchill, cette péninsule lointaine demeure une blessure personnelle. En 1916, humilié, il choisit de se réengager et de commander un bataillon sur le front occidental, avant de revenir sur la scène politique comme le futur dirigeant de la Seconde Guerre mondiale. Quand le dernier soldat allié quitte Gallipoli, en janvier 1916, le bilan est une boucherie. Les Alliés ont subi plus de 250 000 pertes, entre morts, blessés et disparus. L'armée ottomane en compte autant. Au total, plus d'un demi-million d'hommes mis hors de combat pour une campagne qui n'a pas ouvert les détroits, n'a pas fait sortir la Turquie de la guerre et n'a guère modifié les équilibres sur le front principal, celui d'Europe. Pour l'Empire ottoman, pourtant, Gallipoli est une grande victoire défensive. Une armée jugée faible a repoussé une coalition réunissant navires français, infanterie britannique, troupes Anzac et unités coloniales d'Inde et d'Afrique. Le nom de Mustafa Kemal devient le symbole d'un nouveau leadership. Dans les décennies suivantes, il sera l'une des figures fondatrices de la future Turquie républicaine. Pour les Alliés, c'est un choc. En Grande-Bretagne et en France, Gallipoli reste le symbole d'un plan brillant sur le papier et désastreux sur le terrain. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, au contraire, c'est là que naît une identité. Le corps Anzac devient un mythe national. Et le 25 avril, l'Anzac Day demeure jour de mémoire. Des décennies plus tard, c'est Atatürk, l'ennemi d'alors, qui s'adresse aux mères des soldats Anzac tombés pour leur dire « Vos fils reposent désormais en terre turque. Ils ne sont plus étrangers. Ils sont devenus nos fils. » « 1916, troisième année de la Grande Guerre. Hommes politiques et généraux promettent une victoire décisive, la fin du massacre. En réalité, ils préparent l'année des grandes illusions et des pires boucheries. Le front occidental est une cicatrice longue de près de 750 km, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Mais l'épicentre de l'enfer n'est ni une capitale, ni une grande ville industrielle. C'est un petit coude de la Meuse autour d'une ville de province française, Verdun. Ici, du 21 février à décembre 1916, Allemands et Français se massacrent pour quelques kilomètres de terrain. Plus de 700 000 hommes tués, blessés ou disparus. 10 mois de feu, de boue et d'acier, pour une ligne de front qui, au final, est presque là où elle était au début. Les soldats français le résument ainsi. « Si vous n'avez pas vu Verdun, vous n'avez rien vu de la guerre. » Sur ce mouchoir de terre, en à peine 5 mois, tomberont environ 30 millions d'obus. Au final, le bilan sera le suivant. 6 morts pour chaque mètre de front. Bien avant 1916, Verdun est déjà un symbole. En 843, c'est ici qu'est signé le traité qui divise l'empire de Charlemagne en 3 royaumes. 2 d'entre eux deviendront, plus ou moins, la France et l'Allemagne. En 1792, la forteresse de Verdun tombe sous les coups des Prussiens, en guerre contre la France révolutionnaire. En 1870, elle est de nouveau assiégée pendant la guerre franco-prussienne. Sa capitulation ouvre la route à la défaite française. C'est une blessure qui demeure dans l'orgueil national français. En 1916, Verdun est une ville sur les rives de la Meuse, dans un saillant, une avancée dans les lignes françaises et un renforcement dans celles allemandes, entourées d'une vingtaine de forts. Sur le papier, c'est une forteresse imprenable, mais la garnison compte environ 20 000 hommes, beaucoup de forts sont presque vides et l'artillerie lourde a été déplacée ailleurs pour les offensives de 1915. Pour Heinrich von Falkenhayn, c'est la cible idéale.
cher au cœur de la France et assez exposé pour être attaqué de 3 côtés. Le plan est simple et brutal. Frapper Verdun, obliger les Français par orgueil plus que par stratégie à y engager leurs réserves, puis les broyer par l'artillerie dans une longue bataille d'usure. Le 12 février 1916, les Allemands sont déjà prêts à attaquer Verdun. Batterie en position, fantassins déployés sur les 2 rives de la Meuse. Mais la neige et le gel paralysent le secteur. Les routes deviennent impraticables, l'effet de surprise disparaît. Pendant des jours, les troupes restent dans leurs abris, tandis que les Français, une fois le danger compris, renforcent le secteur avec de nouvelles tranchées et d'autres divisions. À l'aube du 21 février, le temps s'améliore. Peu après 7h15, environ 850 canons allemands ouvrent le feu sur les positions françaises. Le bombardement dure 9 heures. Tranchées pulvérisées, bois arrachés, collines réduites à des champs de cratères. Hommes et boues deviennent indistinguables. C'est la tempête d'acier, la destruction préméditée et systématique que la guerre industrielle peut déchaîner sur quelques kilomètres de front. Quand le feu se calme, c'est au tour de l'infanterie. Le principe reste le même. L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Sur un front d'environ 14 km sur la rive droite de la Meuse, avancent par vagues quelques 140 000 fantassins allemands, aux ordres de Kronprinz Frédéric Guillaume de Prusse, fils du Kaiser et commandant de la 5e armée. Officier encore jeune et sans grande expérience, mais considéré comme un général intelligent et entouré d'un état-major chevronné. Dans le bois des Corps, un peu plus de 1200 chasseurs du colonel Émile Drian les affrontent presque encerclés. Ils sont écrasés par le feu, mais ralentissent l'avance et font gagner des heures précieuses à la défense française. Les Allemands ne sont pas seulement plus nombreux. Ils disposent aussi d'armes nouvelles et meurtrières. Ils utilisent des lance-flammes contre les positions françaises et font un large usage de l'aviation de chasse et de reconnaissance. Dans le secteur de Verdun, ils concentrent plusieurs dizaines d'appareils, grosso modo le double des avions français. Beaucoup sont des chasseurs monoplaces de dernière génération, avec mitrailleuses synchronisées tirant à travers le disque de l'hélice. Les Français répondent avec des Nieuport et d'autres biplans plus légers et maniables, mais moins protégés et dotés de solutions d'armement encore plus rudimentaires. Dans les premiers jours, l'initiative reste allemande. Leurs escadrilles dominent le ciel de Verdun et couvrent une avancée qui, le soir, a ouvert une brèche profonde de près de 6 km dans les lignes françaises. Le front est bouleversé. Des unités entières sont anéanties, mais Verdun n'a pas encore cédé. Le fort de Douaumont est le pivot du système défensif de Verdun, le plus grand ouvrage, le plus avancé vers les lignes allemandes. Sur le papier, c'est le point qui ne doit jamais tomber. Et pourtant, après 3 jours de bombardement et d'ordres confus, il tombe presque sans combattre le 25 février 1916. Ce jour-là, un détachement du 24e régiment de Brandebourg atteint le fort à travers les cratères et les ouvrages à moitié détruits. À l'intérieur, il y a très peu de défenseurs et presque aucune artillerie lourde. Les batteries ont été déplacées des mois auparavant. Les Allemands trouvent des trappes ouvertes et des entrées non gardées, pénètrent à l'intérieur pratiquement sans tirer. Un simple peloton suffit à s'emparer du bastion symbole de Verdun. Pour Berlin, c'est un triomphe. La brèche ouverte dans la couronne des forts semble dégager la route vers la ville. Le prince héritier Frédéric Guillaume de Prusse vient à Douaumont pour féliciter les troupes. Les communiqués impériaux célèbrent la chute du plus puissant fort français. Pour la France, c'est un coup terrible au moral. La propagande minimise,
Mais à Paris, il est clair que Verdun est au bord du désastre. Quelques mois plus tard, en mai 1916, une explosion dans les réserves de munitions à l'intérieur de Douaumont tuera des centaines de soldats allemands. Le fort conquis presque sans coup férir exige à son tour son tribut de sang. Pendant ce temps, la ville est martelée par un canon naval de 380 mm monté sur voie ferrée. Le centre est dévasté, la cathédrale touchée, des quartiers entiers rasés. La population fuit vers l'intérieur. Verdun vacille. C'est à ce moment que l'état-major français intervient. Le général de Castelnau envoie l'ordre « Ne cédez plus un seul pouce de terrain !» Joffre rappelle Philippe Pétain, lui confie la 2e armée et la mission de tenir Verdun à tout prix. Les commandants répètent « Ils ne passeront pas !» Et Pétain exhorte les troupes avec son « Courage, on les aura !» Son « Courage, nous les vaincrons !» Cette fois, la France a décidé que Verdun ne tomberait pas. Philippe Pétain est un général atypique pour 1916. Prudent, rationnel, peu enclin aux offensives. Pour l'honneur, il répète qu'on ne doit pas lancer les hommes contre les moyens que le feu tue. À Verdun, il transforme cette idée en un système défensif organisé au millimètre. Pour encaisser le choc allemand, il commence par le ravitaillement. Il fait aménager une route de campagne d'environ 75 km entre Bar-le-Duc et Verdun. Ce sera la voie sacrée. Sur cet axe passent, jour et nuit, presque 6000 camions de munitions et de vivres. Au cours de la bataille, environ 2 millions d'hommes y circuleront, faisant la navette vers le secteur ou en le quittant. Autour de la ville, Pétain fait réarmer les forts encore tenus, rétablit les batteries et renforce les positions d'artillerie en profondeur. Les fameux 75 français sont épaulés par des pièces plus lourdes capables de combattre les canons allemands. Les divisions sont intégrées dans un système de rotation permanent. Les unités épuisées sont retirées et remplacées par des troupes plus fraîches. Ce n'est pas de l'humanisme, c'est de la lucidité. Il sait que s'il laisse les mêmes troupes trop longtemps dans ce secteur, Verdun cédera par épuisement nerveux bien avant de manquer d'hommes. Dans leurs journaux, les soldats n'écrivent plus « Nous partons à l'assaut », mais « Nous partons travailler ». Poser du fil barbelé, creuser, réparer les tranchées, porter des munitions dans la boue. Le jour et la nuit se confondent. On vit dans l'eau, la terre, les rats et les cadavres qu'on ne parvient pas à relever. Verdun ne s'effondre pas d'un seul coup. La place se raidit et se transforme en forteresse vivante, alimentée par les camions, les rails et l'artillerie. Le plan d'usure conçu pour briser la France se met vraiment à fonctionner. Mais, mètre après mètre, il use tout autant l'armée allemande. Sur la rive gauche de la Meuse, la bataille se concentre sur 2 hauteurs, la côte 304 et la colline du Mort-Homme. Les Allemands engagent 26 divisions et, après des mois de combat, ne conquièrent qu'un fort et quelques tronçons de tranchées. Les collines deviennent des champs de cratères. La géographie elle-même est effacée. La guerre se déplace aussi sous terre. Les 2 armées creusent tranchées et galeries, tandis que les mineurs militaires travaillent sous le No Man's Land. En surface, de nombreux cadavres restent là où ils sont tombés, car les récupérer signifie s'exposer au feu. La boue, les rats et la décomposition font du front un cimetière habité. Aux pièces d'artillerie et aux lance-flammes s'ajoute le gaz phosgène, qui brûle les poumons et tue. Bombardement continu, gaz et mitrailleuses transforment Verdun en un système de mort en série que les historiens comparent à une chaîne de montage appliquée au corps des soldats. Dans ce décor,
éclate le drame du fort de Vaux. Le 7 juin 1916, les Allemands lancent l'assaut final dans les couloirs du fort. La garnison du commandant Sylvain Raynal résiste jusqu'à l'épuisement total des réserves d'eau. Pendant 15 jours, les soldats en viennent à boire leur propre urine et à lécher l'humidité des murs. Le dernier appel à l'aide est confié à un pigeon qui traverse le front et meurt intoxiqué. Il sera décoré de la Légion d'honneur. Raynal, sans hommes ni munitions, se rend et le Kronprinz lui accorde les honneurs militaires. Le fort de Vaux tombe, mais il devient le symbole de Verdun. Des centaines de morts des deux côtés pour quelques pièces de béton qui ne sont plus qu'un tombeau souterrain. Le 1er juillet 1916 s'ouvre la bataille de la Somme, une grande offensive anglo-française pensée aussi pour alléger la pression sur Verdun en obligeant les Allemands à déplacer artillerie et divisions vers la Picardie. Rien que le premier jour, les Britanniques perdent environ 20 000 hommes, mais l'armée allemande est, elle aussi, durement frappée. Pour Falkenhayn, le problème est clair. Il ne peut plus saigner la France à Verdun sans saigner en même temps l'Allemagne. Entre Verdun et la Somme. Les pertes sont trop élevées, l'usure est réciproque. Fin juin, la dernière grande attaque allemande sur Verdun échoue. En août, sur ordre du Kaiser, Falkenhayn est relevé et remplacé par Hindenburg et Ludendorff. Le piège conçu pour briser la France s'est désormais refermé aussi sur l'armée allemande. Sur le front français, après des mois de défense, les commandements changent. Pétain, l'homme qui a tenu Verdun, est promu. À sa place, sur la Meuse arrive le général Robert Nivelle, épaulé par Charles Mangin, surnommé le Boucher, pour son absence de scrupules dans l'emploi des troupes. L'objectif n'est plus seulement de tenir. À l'automne 1916, le commandement français prépare une contre-offensive en massant des dizaines de batteries d'artillerie lourde, jusqu'à inverser le rapport de feu qui, en février, était entièrement en faveur des Allemands. Le 19 octobre, l'attaque est lancée. En quelques jours, des centaines de milliers d'obus sont tirés avec une densité comparable à celle de l'ouverture allemande de la bataille. Le 24 octobre, l'infanterie réoccupe le fort de Douaumont, symbole de la débâcle de février, fait des milliers de prisonniers allemands et s'empare de dizaines de pièces d'artillerie sur tout le secteur. Au début de novembre, les Allemands, désormais épuisés, évacuent le fort de Vaux que les Français réoccupent peu après. À partir de là, une série d'attaques limitées réduit progressivement le saillant allemand de Verdun. Après 10 mois de combat, le 19 décembre 1916, l'enfer de Verdun est déclaré terminé. À la fin de 1916, le bilan de Verdun est celui d'une boucherie. Environ 378 000 pertes françaises, dont 162 000 morts. Et 330 000 pertes allemandes, avec 143 000 morts. Au total, près de 710 000 vies brisées. En un peu plus de 5 mois, environ 30 millions d'obus ont été tirés. Quelqu'un fera le calcul et parlera de 6 morts pour chaque mètre de front. Pour les Français, Verdun devient la bataille sauvée. Pour beaucoup d'Allemands, surtout dans l'après-guerre, elle reste le symbole d'une armée qui n'a pas été vaincue sur le champ de bataille, mais usée jusqu'à l'épuisement. Autour de la ville subsistent 9 villages rayés des cartes et jamais reconstruits, et l'ossuaire de Douaumont où sont rassemblés les restes de plus de 130 000 soldats inconnus, français et allemands mêlés. Des décennies plus tard, en 1984, c'est là que les présidents Mitterrand et Kohl se tiendront par la main sous la pluie, transformant ce symbole de la guerre en symbole de la réconciliation européenne. « 1er juillet 1916.
À l'aube, le long de la Somme, environ 750 000 soldats alliés, britanniques et français, attendent le sifflet d'attaque sur un front de 40 km. Depuis une semaine, l'artillerie pilonne les lignes allemandes. Les états-majors sont persuadés que presque personne n'a survécu. En face, dans les tranchées profondes et les bunkers creusés les mois précédents, environ 300 000 soldats allemands attendent en silence. Ils ont passé une semaine sous un déluge d'obus, plus d'1 million de projectiles. Mais grâce aux refuges souterrains, nombre de compagnies restent encore intactes. À 7h30 ce matin-là, les Britanniques sortent des tranchées, souvent au pas, chargés d'un équipement. En quelques heures, 58 000 hommes sont touchés, près de 20 000 meurent. C'est le jour le plus sanglant de l'armée britannique, et le front n'a bougé que de quelques dizaines de mètres. Pour les Allemands, ce 1er juillet ressemble à une victoire parfaite. Mais les mois suivants, la Somme les dévorera aussi. Un officier allemand ira jusqu'à l'appeler « la tombe de notre armée ». Comment en arrive-t-on ainsi à perdre près d'1 million d'hommes pour une poignée de kilomètres debout ? Fin 1915, la Somme n'est pas d'abord une bataille anglaise. C'est une idée du commandement français. À Chantilly, le général Joffre propose une grande offensive dans ce secteur, où les fronts britanniques et français se touchent et où les chemins de fer permettent aussi de concentrer hommes et canons. Le plan initial prévoit environ 40 divisions françaises, presque un demi-million d'hommes avec un appui britannique plus limité. Puis en février, Verdun éclate. Les divisions françaises promises à la Somme passent de 40 à 5 et l'attaque, prévue pour août, est même avancée à juillet pour soulager la Meuse. Soudain, la Somme devient surtout cette épreuve majeure de l'armée britannique. À la tête de la British Expeditionary Force se trouve le général Douglas Haig, cavalier persuadé d'une grande offensive pour briser le front. L'assaut sur la Somme est lancé par la 4e armée du général Henry Rawlinson, qui doit employer les formations de volontaires, les New Armies, de Kitchener. Ici, l'armée britannique est méconnaissable par rapport à 1914. Avant la guerre, la British Army compte environ 250 000 professionnels et 6 divisions d'infanterie, pensées pour les guerres coloniales. En 1916, désormais, grâce aux New Armies, plus d'1 million d'hommes se trouvent en France, en dizaines de divisions. Des volontaires souvent enrôlés par bloc, villes, usines, quartiers. Ils ont l'uniforme et le fusil, certes, mais peu d'expérience du combat. En face, le secteur dépend du groupe d'armée du prince héritier Ruprecht de Bavière et sur le terrain de la 2e armée du général Fritz von Below. Depuis des années, les Allemands ont transformé cette zone semi-rurale en défense en profondeur, tranchées sur plusieurs lignes, bunkers de béton très profonds, barbelés épais de dizaines de mètres, ni de mitrailleuses au champ de tir déjà réglé. Ils savent que l'attaque viendra. L'idée est simple, chaque mètre devra coûter très cher. À partir du 24 juin 1916, pendant 7 jours d'affilée, les 40 km du front de la Somme se transforment en un enfer de feu, jour et nuit. Les Alliés déclenchent un bombardement qui, par moment, monte jusqu'à 3 coups par seconde. Plus d'1 millier de canons tirent plus d'1 million d'obus sur les positions allemandes. L'objectif déclaré est simple et illusoire à la fois. Couper le fil de fer, détruire les tranchées, ensevelir les mitrailleuses dans leur nid. Mais l'artillerie britannique a 2 problèmes graves. Beaucoup de tirs sont encore des shrapnels, des obus qui éclatent dans l'air en libérant un nuage de billes de plomb, fait pour faucher des hommes à découvert. C'est une munition pensée pour les guerres d'avant 1914, quand l'ennemi avançait en terrain ouvert. Contre des barbelés épais et des bunkers profonds, elle est presque inutile. En plus, jusqu'à un tiers des obus est défectueux. Ils n'explosent pas, ou mal, laissant intacts réseaux et abris. Les Allemands s'en rendent compte. Ici ou là, ils se moquent des Britanniques avec des ardoises proposant de rendre les munitions non explosées.
Sous la surface, une autre guerre se joue. Les sapeurs du génie britannique ont creusé au moins 17 galeries sous les lignes allemandes. Dans l'une d'elles, à Lochnagar, ils placent 26 tonnes d'explosifs, assez pour soulever une colline entière. Pour les états-majors alliés, après une telle semaine et avec des mines pareilles, personne ne peut avoir survécu dans les tranchées. Dans les bunkers de béton, en face, des milliers de fantassins allemands attendent simplement que le bombardement cesse. À l'aube du 1er juillet, après 7 jours de feu, le front de la Somme connaît alors quelques minutes d'un bref silence irréel. Puis, juste avant l'heure zéro, le sol explose de nouveau. Sous certaines positions allemandes, les grandes mines préparées par les sapeurs britanniques sautent. À Lochnagar, 26 tonnes d'explosifs ouvrent un cratère large de 90 mètres et profond de plus de 20. C'est le signal. Dans les états-majors, beaucoup sont convaincus qu'après un tel bombardement et des mines pareilles, il n'y a plus personne de vivant devant eux. À 7h30, ce jour-là, sur un front d'environ 40 km, 13 divisions britanniques et 5 françaises reçoivent l'ordre de sortir des tranchées. Dans beaucoup de secteurs, les Anglais avancent en ligne, au pas, avec 25-30 kg d'équipement. Fusils, munitions, petites pelles, rations. Les distances vont de 400 mètres à plus d'1,5 km. Courir serait suicidaire, on arriverait épuisé. Les officiers ordonnent donc de marcher en ordre, persuadés de ne trouver que des ruines partout. La réalité est tout autre. En beaucoup d'endroits, les barbelés sont presque intacts et, depuis leur bunker, les mitrailleurs allemands reprennent position quelques minutes après la fin du bombardement. Quand les silhouettes sombres des Britanniques surgissent du No Man's Land, les Maxim et les MG ouvrent le feu, au millimètre, sur des trajectoires déjà réglées. Par endroits, les premières vagues sont littéralement fauchées en quelques minutes. À la fin de la journée, l'armée britannique compte environ 58 000 hommes touchés, dont près de 20 000 morts. Les rapports diront ensuite que seuls 39% des victimes ont été tuées par des balles de fusil ou de mitrailleuses, tandis que près de 60% sont mortes sous l'artillerie lourde, souvent sans avoir jamais atteint la portée d'une tranchée allemande. Des Pals bataillons entiers, hommes d'une même ville, d'une même usine, d'un même club, sont anéantis en une matinée. Dans la partie méridionale du front, pourtant, le tableau est différent. Ici, attaquent 5 divisions françaises, appuyées par davantage d'artillerie lourde et avec des objectifs plus limités. Par endroits, elles avancent jusqu'à 2,5 km, prennent des villages et plusieurs lignes de tranchées. Elles paient aussi un prix, quelques milliers de pertes le premier jour, mais nettement inférieur à celui des Britanniques. Pour les Allemands dans l'ensemble, le 1er juillet est une victoire défensive, même s'ils subissent à leur tour environ 10 000 morts, blessés ou disparus. La ligne tient, la solidité des positions est encore confirmée. Et en même temps, il devient déjà évident que tenir un front ainsi, c'est transformer le champ de bataille en abattoir pour tous. Dans les jours qui suivent le 1er juillet, aucun des deux camps ne s'arrête. Les Britanniques comprennent que le coup a échoué et la Somme devient une suite d'attaques locales, village après village. La Boisselle, Contalmaison, Mametz, Fricourt. Chaque progrès coûte des centaines, parfois des milliers d'hommes pour quelques centaines de mètres. Fin juillet et août, 2 noms restent gravés dans la mémoire des troupes britanniques. Pozières et le bois de Delville. À Pozières, sur la hauteur qui domine la route de Bapaume, 3 divisions australiennes se relaient. En quelques semaines, entre bombardements continus et contre-attaques allemandes, les Australiens subissent environ 23 000 pertes. Presque autant qu'à Gallipoli en 8 mois. Le village et la crête sont pris, perdus, puis repris encore,
dans une spirale d'assaut et de riposte qui broie des hommes des deux côtés. Un peu plus à l'est, dans le bois de Delville, une brigade sud-africaine reçoit l'ordre de tenir à tout prix. Ils entrent environ 3000, ils en ressortent vivants à peine quelques centaines. Pour les Allemands, ce bois devient un hachoir. Assaut et contre-assaut leur coûtent plusieurs milliers de pertes en quelques semaines. Le bois est pulvérisé, rebaptisé Devil's Wood, le bois du diable. Dans l'ensemble, entre juillet et août, les pertes allemandes sur la Somme, sur tout le secteur, atteignent déjà des dizaines de milliers d'hommes, comparables à celles des Britanniques. À Berlin, le haut commandement comprend que la défense signifie des compagnies rayées, des sous-officiers expérimentés perdus et des divisions arrachées sans cesse à d'autres fronts, même Verdun, pour colmater les trous. Septembre 1916. Après 2 mois d'usure, Haig cherche un moyen de débloquer la Somme avec autre chose que la énième vague d'infanterie. Le 15 septembre, dans le secteur de Flers-Courcelette, il met pour la première fois en ligne au combat une arme nouvelle, le char. Il en aurait voulu 150 dès le 1er juillet. Il n'en reçoit que 49 en septembre. Beaucoup tombent en panne avant même la ligne de départ. D'autres s'enlisent dans la boue. Au final, seule une vingtaine avance vraiment avec l'infanterie. Ce sont les marques I, des boîtes d'acier qui roulent à 5-6 km à l'heure, armées de canons de 57 mm ou seulement de mitrailleuses dans les versions légères. Pour les Britanniques, ce sont encore des prototypes pleins de défauts. Pour les fantassins allemands, qui les voient arriver droit sur eux, écrasent les barbelés et franchissent les tranchées, c'est un choc. Dans certains secteurs, des compagnies en première ligne paniquent et reculent en courant. Mais l'effet reste limité. Beaucoup de chars sont stoppés par l'artillerie ou par leur propre panne. Flers tombe. Les Britanniques avancent de quelques kilomètres, mais le front ne s'effondre pas. Dans le ciel, la Royal Flying Corps et l'aviation allemande s'affrontent avec des centaines d'appareils. Des avions de reconnaissance réglant le tir de l'artillerie. Des chasseurs se duellant à quelques mètres du sol. Là aussi, les Alliés gagnent une supériorité locale, mais pas vraiment décisive. Chars et avions annoncent l'avenir. Sur la Somme, en 1916, le présent reste toujours l'artillerie, les tranchées et l'usure réciproque. Octobre apporte pluie et froid. Le terrain de la Somme, déjà criblé de cratères, devient un marécage. Les chars s'enlisent, les chevaux s'enfoncent, les fantassins avancent dans la boue jusqu'aux genoux. Malgré tout, quand même, les attaques continuent. À la mi-novembre du 13 au 18, les Britanniques tentent la dernière poussée. C'est la bataille de l'Ancre. La 5e armée prend enfin des villages comme Beaumont-Hamel grâce à la 51e division Highland et avance de quelques kilomètres. Le prix est lourd, des dizaines de milliers de pertes en quelques semaines. Les Allemands, pour défendre puis céder ses positions, en subissent un nombre comparable. Fin novembre, au final, après environ 140 jours de combat, le front allié a avancé d'une dizaine de kilomètres. Aucun effondrement allemand, aucune victoire décisive. Seulement 2 armées épuisées, plantées dans la boue. Avec Verdun, la Somme impose une échelle de pertes que les générations précédentes n'avaient jamais connue sur le front occidental en quelques mois. En 4 mois et demi, les Britanniques perdent autour de 420 000 hommes, dont plus de 120 000 morts. Les Français en perdent environ 200 000. Les Allemands comptent entre 450 000 et 500 000 victimes. Un chiffre semblable, voire supérieur à celui des Alliés. Au total, près d'1 million de soldats mis hors de combat pour faire avancer le front d'une dizaine de kilomètres.
Pour la Grande-Bretagne, la Somme est un choc national. Les Pulse Battalions sont fauchés. Des quartiers entiers et des villages perdent en quelques jours une génération d'hommes. Mais c'est aussi le baptême du feu des New Armies. D'une petite force coloniale, l'armée britannique devient désormais une armée de masse, capable de soutenir une guerre d'usure. Pour l'Allemagne, la Somme est plus lourde encore. Un officier la qualifiera de « tombe de notre armée ». Des divisions entières sont consumées. Sous-officiers aguerris et officiers tombent par milliers et les réserves commencent à manquer. À partir de là, Berlin sait désormais qu'elle ne peut gagner une guerre d'usure sans fin. À l'arrière, des millions d'obus sont produits dans les usines, souvent par des femmes mobilisées dans l'industrie de guerre. Verdun et la Somme montrent ensemble, brutalement, ce que signifie vraiment la guerre de tranchées sur le front occidental. Les armes se sont tues le 11 novembre 1918, un lundi. Mais la bataille pour l'avenir venait à peine de commencer. La Première Guerre mondiale n'a pas seulement mis fin aux empires, elle a redessiné les frontières, redéfini les nations et semé les graines des conflits qui ont marqué le XXe siècle. Comment une guerre a-t-elle pu transformer le monde ? À la fin de 1918, le monde se trouvait à un carrefour. 4 années de guerre incessantes avaient laissé des nations en ruine et des sociétés épuisées, privées de ressources et d'espoir. Des villes entières étaient détruites, les économies au bord de l'effondrement et des millions de vies perdues. Les grands empires qui dominaient autrefois le globe, allemands, austro-hongrois, ottomans et russes, étaient en chute libre, déchirés par la révolution, la défaite et des divisions internes. Pendant des siècles, ces empires avaient défini l'ordre politique et géographique du monde. Avec la fin des combats, leur effondrement a laissé un vide de pouvoir, préparant le terrain pour un remodelage dramatique des frontières. Dans les cendres de la guerre, un nouveau monde est né. Mais à quel prix ? Comment les choix faits en 1919 ont-ils tracé la voie des conflits à venir ? À la fin de la Première Guerre mondiale, fin 1918, les puissances centrales étaient en plein désarroi, confrontées à un effondrement interne et à des défaites extérieures. En Allemagne, la révolution éclata, le peuple, épuisé par la guerre, exigeant un changement. L'abdication du Kaiser Guillaume II, le 9 novembre 1918, scella la chute du Second Reich, ouvrant la voie à la République de Weimar. Les forces démocratiques plaidèrent pour la paix, afin de stabiliser la nation en plein chaos. Pour de nombreux Allemands, la fin de la guerre fut perçue comme une trahison. Bien que leur armée n'ait pas été vaincue sur le champ de bataille, l'armistice donna l'impression d'une reddition politique imposée. Ce récit alimenta le mythe du coup de poignard dans le dos, qui accusa à tort les socialistes et les juifs de la défaite allemande. Ce mythe façonna durablement la politique allemande d'après-guerre, semant les graines d'un futur extrémisme. Dans les autres puissances centrales, l'Autriche-Hongrie s'effondra sous les tensions ethniques et les divisions internes, se morcelant en plusieurs nations. L'Empire ottoman, affaibli par des soulèvements et des défaites militaires, fut davantage fragmenté. Partout, la dévastation économique aggrava l'instabilité politique, laissant des populations désespérées et affamées. Le 11 novembre 1918, l'armistice de Compiègne mit fin au combat de la Première Guerre mondiale. Cet armistice imposa des conditions strictes à l'Allemagne, comme la démilitarisation immédiate, la reddition des armes lourdes et le retrait des troupes des territoires occupés. Les forces alliées prirent également le contrôle des zones stratégiques, telles que la Rhénanie, empêchant l'Allemagne de lancer de nouvelles offensives. L'armistice prépara le terrain pour le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Ces termes étaient sévères. L'Allemagne dut assumer la responsabilité complète de la guerre via la clause de culpabilité, payer d'énormes réparations et subir d'importantes pertes territoriales, comme l'Alsace-Lorraine rendue à la France, et des territoires cédés à la Pologne et à la Belgique. La Rhénanie fut démilitarisée pour servir de zone tampon avec la France, et l'armée allemande fut réduite à 100 000 hommes, sans chars ni avions.
Pendant les débats sur le traité aux États-Unis, Woodrow Wilson lança un avertissement grave. « Si nous ne réglons pas le conflit actuel par un accord, nous ne ferons que préparer un autre conflit. » La vision de Wilson pour la paix, exposée dans ses 14 points, prônait l'autodétermination des nations et la création d'une société des nations pour prévenir de futurs conflits. Bien que Wilson ait joué un rôle clé dans l'élaboration du traité, le Sénat américain refusa de le ratifier, craignant que la Société des Nations n'entraîne les États-Unis dans des guerres étrangères. Les États-Unis signèrent des traités de paix séparés en 1921, restant en dehors de la société, ce qui affaiblit son autorité et efficacité. Le traité de Versailles visait une paix durable, mais ces termes punitifs créèrent du ressentiment et de l'instabilité, notamment en Allemagne, ouvrant la voie à de futurs conflits. Les craintes de Wilson face aux tensions non résolues se révélèrent justifiées. L'après-guerre de 1914-1918 entraîna la désintégration des anciens empires et un redécoupage des frontières mondiales, bouleversant durablement l'équilibre géopolitique. L'Empire austro-hongrois, vaste État multiethnique, se fragmenta en plusieurs nations nouvelles. L'Autriche et la Hongrie devinrent indépendantes, tandis que la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie émergèrent pour réunir des groupes ethniques. Cependant, ces nouvelles frontières ignorèrent souvent les complexités culturelles, générant des tensions internes. La révolution d'octobre de 1917 et la guerre civile qui suivit désintégrèrent l'Empire russe, conduisant au traité de Brest-Litovsk en mars 1918. La Russie céda la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, devenues indépendantes. Ces pertes, combinées au chaos interne, affaiblirent l'Union soviétique naissante, bien qu'elle restât déterminée à retrouver son influence à l'avenir. Les gains territoriaux de l'Italie, incluant le Tyrol du Sud et l'Istrie, restèrent en deçà des promesses du traité de Londres, 1915. L'échec d'obtenir les territoires dalmates alimenta le ressentiment nationaliste, qui contribuerait plus tard à l'essor du fascisme sous Benito Mussolini. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun et le Togo furent divisés entre la Grande-Bretagne et la France sous des mandats de la Société des Nations, la Grande-Bretagne recevant des portions plus petites de chaque territoire. La Namibie fut attribuée à l'Afrique du Sud, alors partie de l'Empire britannique, sous un mandat similaire. Pendant ce temps, la France étendit son influence en Afrique de l'Ouest, prenant la majeure partie du Cameroun et du Togo, auparavant sous contrôle allemand. Dans le Pacifique, le Japon élargit son influence en s'emparant d'anciens territoires allemands, notamment des îles du Pacifique Sud. Ces acquisitions renforcèrent le pouvoir colonial britannique et français, mais alimentèrent le ressentiment en Allemagne, posant les bases de tensions futures. Le Japon sortit de la Première Guerre mondiale en tant que force montante dans le Pacifique, exploitant habilement le conflit pour étendre son emprise territoriale, en s'emparant d'anciennes colonies allemandes comme les îles Marshall, Caroline et Marianne. Il affirma sa domination régionale. Cette expansion calculée n'était pas simplement opportuniste. Elle marqua le début de l'ascension du Japon comme grande puissance régionale, annonçant ses ambitions croissantes dans les décennies suivantes. Les États-Unis émergèrent comme une puissance économique et militaire majeure. Bien qu'ils retournèrent à l'isolationnisme, l'influence mondiale de leur industrie et de leurs finances s'accrut, préparant leur rôle futur de leader mondial. L'effondrement de l'Empire ottoman marqua un tournant dramatique au Moyen-Orient, alors que ces vastes territoires furent partagés entre les puissances alliées. Par le biais de mandats sanctionnés par la Société des Nations, la Grande-Bretagne et la France imposèrent leur contrôle, redessinant les frontières régionales pour servir leurs ambitions coloniales. Les racines de cette division se trouvent dans l'accord secret Sykes-Picot de 1916 entre la Grande-Bretagne et la France, qui répartit les terres ottomanes en zones d'influence. La Grande-Bretagne prit le contrôle de la Palestine, incluant la région qui deviendrait plus tard Israël, ainsi que les terres pétrolifères de l'Irak. La France, quant à elle, obtint la Syrie et le Liban, des territoires stratégiques proches des possessions coloniales européennes. Pendant ce redécoupage, une région résista à la partition. Dirigée par Mustafa Kemal Atatürk, la Turquie repoussa avec succès les forces occupantes, rejetant les plans alliés visant à morceler l'Anatolie. En 1923, Atatürk fonda la République de Turquie, un État moderne et laïque basé sur des réformes profondes, transformant la société et le gouvernement turc. Dans le même temps, la politique britannique en Palestine compliqua davantage l'avenir de la région. Avec la déclaration Balfour de 1917, la Grande-Bretagne promit de soutenir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine.
intensifiant les tensions avec la population arabe déjà présente. Cet engagement, combiné au contrôle britannique, sema les graines d'un conflit durable dans la région, laissant un héritage de division et d'instabilité qui continue d'affecter le Moyen-Orient aujourd'hui. Le partage de l'Empire ottoman créa de nombreux problèmes modernes au Moyen-Orient. Les nouvelles frontières divisèrent des communautés auparavant coexistantes et forcèrent des rivaux à cohabiter, déclenchant des conflits durables comme la dispute israélo-palestinienne et les luttes en Irak et en Syrie. Ces divisions continuent d'influencer la politique régionale, reliant ce passé complexe aux tensions et aspirations actuelles. Les répercussions de la Première Guerre mondiale se firent sentir bien au-delà des champs de bataille européens, redéfinissant la politique mondiale et alimentant des tensions qui façonnèrent l'ère moderne. Le traité de Versailles et les nouvelles frontières qu'il imposa provoquèrent indignation, mécontentement et instabilité durable. En Europe, les nouveaux États comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie affrontèrent des divisions ethniques et des structures politiques fragiles, créant une instabilité interne persistante. Au Moyen-Orient, les frontières tracées par les puissances alliées ignorèrent les dynamiques démographiques complexes, alimentant des tensions sectaires encore visibles aujourd'hui en Palestine, en Irak et en Syrie. En Chine, la décision d'attribuer la province du Shandong au Japon, plutôt que de la rendre à la Chine, déclencha une vague de protestations nationalistes. Le mouvement du 4 mai 1919 devint un moment clé dans la quête de souveraineté et de réformes modernes. En Allemagne, les conditions du traité et les difficultés économiques accrurent le ressentiment, nourrissant les revendications révisionnistes et jetant les bases de l'extrémisme politique. Les promesses d'autonomie faites aux colonies restèrent largement non tenues, provoquant un mécontentement généralisé et alimentant des mouvements nationalistes en Afrique, en Inde et au Moyen-Orient. Le bouleversement des dynamiques de pouvoir engendra également des frustrations dans des pays comme l'Italie et l'Allemagne, où les insatisfactions territoriales contribuèrent à l'essor des idéologies fascistes et de leaders comme Mussolini et Hitler. Enfin, le déplacement de millions de personnes, notamment des Allemands ethniques, des Arméniens et d'autres, provoqua des crises humanitaires et redessina les populations en Europe et au Moyen-Orient, exacerbant les troubles d'un monde en quête de reconstruction après la guerre. Les décisions prises en 1919 n'ont pas seulement mis fin à une guerre, elles ont façonné le siècle suivant. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour rester informé et explorer l'histoire avec nous.